Alors bonjour à tous. Donc, je vous invite à reprendre place pour le dernier panel de la journée du colloque. Donc on va discuter d'un sujet qui a déjà été abordé dans les autres panels de façon indirecte, donc qui est la question du renouvellement des activités économiques et urbaines. Toute la question justement de la cohabitation entre les fonctions, donc les activités qui sont déjà sur place, qui sont assez diversifiées, mais aussi le potentiel de nouvelles activités qui pourraient voir le jour en fait avec ce processus de revitalisation. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter et présenter les trois panélistes. Donc, moi, je m'appelle Priscilla Ananian. Je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis également professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal. Je vais donc présenter d'abord Richard Chermour, qui est professeur et directeur de la School of Urban Planning de l'Université McGill. Ensuite, Charles Gagnon, agent de développement au chantier d'économie sociale. Et Andrée-Anne Cole, qui est conseillère aménagement et urbanisme pour Vivre en Ville. Donc, on vous remercie vivement de votre participation et de nous partager en fait certaines réflexions, certaines inspirations pour la réflexion du secteur. Peut-être un bref message pour le déroulé de l'activité. Donc, vous avez 10 minutes chacun, comme vous le savez, pour présenter. On va respecter le temps, là. Donc, je ferai la police avec Marina pour respecter le temps. Ensuite, on fera un échange plus entre vous. Donc, j'ai peut-être quelques questions à vous poser de lien avec le secteur. Et ensuite, on passera la parole au public pour une quarantaine de minutes. Donc, Richard. Bonjour, donc j'ai 10 minutes pour vous parler du défi du renouvellement économique urbain, donc c'est très peu. Ce que je vais évoquer, non pas les détails donc, du secteur qui nous intéresse, mais essayer de fournir quelques éléments pour permettre de réfléchir au renouvellement économique. Je me concentre donc sur les entreprises, sur les activités économiques. Quand je dis entreprise, ce n'est pas nécessairement du secteur privé, ça peut être le secteur public, ça peut être le secteur social. Et je mets de côté les activités existantes parce qu'elles sont déjà là. Alors j'y reviendrai à la fin parce qu'une des choses, il faut être peut-être ouvert à ce qui est du changement. Il faut vraiment se poser la question et poser la question aux activités qui sont là. Est-ce que vous avez besoin de rester où vous êtes ? Donc je pense qu'il ne faut pas avoir un a priori ni pour ni contre, mais être ouvert et surtout écouter les acteurs économiques eux-mêmes. Alors si on peut passer, malheureusement je n'ai pas le contrôle, alors lorsqu'on parle donc de renouvellement, on parle d'entreprises et qui doivent donc choisir où se localiser. Il faut savoir que les entreprises sont face à des choix. Que ces entreprises soient sociales ou du privé ou du public, elles peuvent choisir où se localiser. Et pour donc que ces entreprises deviennent un levier donc, de redéveloppement urbain, il faut que les localisations ou les nouveaux quartiers que l'on propose soient attractifs à ces entreprises. Alors, ça va de soi, mais il faut quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision donc, d'un quartier qui est notre quartier de rêve et se rendre compte à la fin, ah ben tiens, les entreprises ne sont pas intéressées par notre quartier de rêve. Donc il faut avoir un certain réalisme parce que les entreprises, eux, vont être réalistes. Si on demande des loyers trop élevés, si les bâtiments qu'on propose ne sont pas corrects, si l'accessibilité ne fonctionne pas pour eux, elles iront ailleurs. Donc lorsqu'on pense à le renouvellement de l'activité économique dans un grand quartier qui actuellement est en friche, qui a des défis d'accessibilité, il faut, oui, penser à ce à quoi on rêve, mais aussi penser à quelles activités pourront y aller et est-ce que ce qu'on leur propose va finalement leur faire leur affaire. Donc on pense à la main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre peut accéder? Lorsqu'on a des entreprises, il faut que les personnes y travaillent. Est-ce que les employés vont vouloir venir y travailler? Est-ce qu'il y a un bon accès aux infrastructures et via les infrastructures? Est-ce que les coûts sont raisonnables? Et c'est un calcul économique. Donc est-ce que les coûts sont en rapport avec les avantages et les inconvénients du site? Et est-ce que l'immobilier, est-ce que les bâtiments et les loyers, les plateaux qu'on propose sont ceux qui correspondent à ce dont ont besoin les entreprises? Ça peut paraître tout à fait évident, mais il y a le danger que l'on rêve à quelque chose, qu'on essaye de le forcer à la réalité, puis qu'ensuite on se rend compte que les entreprises ne vont pas arriver.
Alors évidemment, il y a les activités économiques locales. S'il va y avoir des habitations, ce que j'espère, il y a aussi donc des entreprises de quartier. Mais ce n'est pas ça qui va mener au renouvellement. Ça, c'est juste des services de quartier. Il faut évidemment aussi penser à ça. Alors si on peut passer au prochain. Donc, si on pense aux entreprises qui peuvent vouloir venir s'y installer, et il y a un bon rapport de Raymond Fontaine-Chabot qui a regardé un peu ça, eh bien, elles vont décider si elles veulent venir au Canada, si elles veulent venir au Québec et en ville. Ça, on suppose qu'elles veulent venir à Montréal. Mais au sein de Montréal, je l'ai déjà dit, mais il faut se souvenir qu'il y a des choix. En ce moment, il y a plusieurs quartiers en redéveloppement. Il y a tout le quartier autour du Triangle, où il y a Royal Mount, Ville-Saint-Laurent aussi, il y a peut-être des projets de se redévelopper là-bas. Le site que l'on va développer ici, est-ce qu'il va être en compétition avec ces autres quartiers ? Ce qui serait dommage. Et sinon, comment est-ce que ces divers quartiers qu'on redéveloppe à Montréal vont vraiment dialoguer entre eux? Parce qu'on ne peut pas penser à ce site, qui est quand même un énorme site, sans réfléchir au reste de l'économie de Montréal. Et ce que la ville de Montréal et l'agglomération de Montréal, et même la région de Montréal, ce dont ils n'ont pas besoin, c'est d'avoir des sites qui sont en concurrence les uns avec les autres. Il faut plutôt que l'on essaye de situer ce site dans un cadre régional plus large, ce qui fait aussi que lorsqu'on pense à ce site, oui, il faut penser au quartier, mais il faut vraiment penser, surtout lorsqu'on pense du point de vue économique, à comment les activités économiques qui vont s'y localiser, ce qu'on leur propose, comment ça va s'articuler au niveau de l'ensemble de la métropole. Donc si on peut rapidement passer sur quelques exemples. Alors il y a un exemple, un archétype dont on parle beaucoup, c'est Bilbao. Vous voyez peut-être pas très bien, mais en 1996, le cœur de Bilbao, c'était un chantier naval. Et là, il y avait déjà eu un peu de redéveloppement. Et une quinzaine d'années plus tard, il y a le musée Guggenheim, il y a l'université, il y a des bâtiments. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que le centre-ville, qui est un peu à gauche sur les photos, a aussi beaucoup été redéveloppé. Donc, on peut transformer des friches industrielles dans des milieux très attrayants. Ce qui est intéressant, c'est un peu de savoir comment ils ont fait. Donc, si on peut passer au prochain, et puis au prochain, si on veut. On pense souvent au musée, mais finalement, le musée, c'est le moins important. C'est la cerise sur le gâteau. Et lorsqu'on va et qu'on visite Bilbao et on parle aux acteurs, on se rend compte que ce qui a caractérisé le renouvellement de la ville et de ses quartiers industriels, c'est d'abord que la population, les politiciens et le monde d'affaires ont entretenu un dialogue. Ça n'a pas été forcé par le gouvernement, ce n'est pas certains des promoteurs qui sont venus dire « nous, on veut faire ça ». Il y a un réel dialogue et un dialogue à long terme. Ça ne s'est pas passé en quelques semaines ou en quelques mois. Un dialogue s'est amorcé et aussi ce dialogue a permis aussi de réviser les idées lorsqu'elles étaient en cours. Il y avait aussi une vision, et cette vision était risquée. C'était quand même risqué de se dire qu'on allait faire du centre de Bilbao un milieu culturel, alors qu'on y construisait encore des bateaux. Mais les politiciens, la population et le monde d'affaires ensemble ont eu cette vision et quand même ont pris des risques. Il y a des risques à prendre si on veut avoir des transformations réussies. Il y a des engagements sur le long terme. Ce projet a duré une vingtaine d'années et dépasse largement ce que je vous ai montré sur la photo. C'est l'ensemble de la ville de Bilbao qui a été repensé, mais en particulier ce quartier-là. Et je pense que donc, tout comme à Bilbao, ici aussi, il faut qu'on situe ce qui se passe donc à Bridge-Bonaventure dans l'ensemble de la métropole. Si on peut passer à un exemple suivant, celui-là on va aller directement à Lyon. Vous avez entendu parler de Lyon ce matin, mais pas, je pense, de ce quartier-ci, qui est Lyon-Confluence. Le centre de Lyon est juste un peu au nord donc, de l'œuf rouge que j'ai montré. Et ce site, qui fait quand même presque 2 km de long sur 700 km de large, est une friche industrielle, ou était une friche industrielle, avec quelques habitations dans le nord-est, un quartier assez pauvre, derrière la gare, qui donnait ces friches industrielles. Et on a, sur les 20 dernières années aussi à peu près, on a voulu créer un nouveau quartier en centre-ville qui renforçait le rayonnement de l'agglomération. Là encore, on a positionné ce quartier dans l'agglomération. Si on peut passer au suivant. Là, on voit un peu, pas tout à fait l'avant, mais on voit un peu l'après. Et là, par contre, c'est un quartier où le renouvellement est assez réussi du point de vue urbanistique, mais les quartiers, les emplois qui ont été créés sont principalement des emplois dans le high-tech, des emplois de services, des emplois dans le commerce, et on n'a pas vraiment réussi à maintenir des emplois qui correspondaient aux besoins de la population dans le nord-est.
D'ailleurs, je ne pense pas qu'il aurait été possible de créer 6 000 emplois pour eux, parce qu'il y a quand même eu 6 000 emplois de créés sur ce site. Mais le site, il y a une certaine réussite urbanistique, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas, à ma connaissance, beaucoup développé l'économie sociale ou autre. Par contre, il y a quand même pas mal d'organisations publiques qui s'y sont localisées. D'ailleurs, c'était le cas aussi à Strasbourg. Les activités qu'on y trouve ne sont pas que des activités privées, il y a aussi des organismes publics qui vont se relocaliser. Donc, on va aller... Alors, que retenir? Bon, le site Bridge Bonaventure est très grand, et il faudra du temps et aussi beaucoup de flexibilité pour redynamiser son économie. Il n'y a pas de réponse simple. Il faut une vision d'ensemble, mais il faut aussi réfléchir par petites zones et par phases. La vision d'ensemble, c'est une vision de dire comment tout ça, ça va s'articuler. Mais en fait, du point de vue économique et sans doute résidentiel et autres, ce site va devoir être pensé par petites zones et par phases. Et en fait, donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place à la fois pour des entreprises privées, des entreprises qui se rapprochent du centre-ville, mais aussi pour d'autres types d'économies. Et d'ailleurs, si on ne pense qu'à un seul type d'acteur, ça risque de s'échouer. Il faut une diversité. La diversité va créer de la force dans ce quartier, tout comme il a créé de la force à Bilbao, et peut-être un peu moins, mais quand même, il y a des diversités à Lyon-Confluence. Donc si on peut... et les acteurs économiques, ben, ils feront, je reviens sur ce que je disais au départ, ils feront des choix, il y aura des alternatives à Montréal, et d'ailleurs ailleurs, et donc il faut quand même que ce quartier soit attirant, que la vision que l'on propose aille chercher l'imagination des entrepreneurs et des entreprises. Il faut cibler des secteurs, même si on veut une diversification, ça ne peut pas être une diversification au tout venant, il faut réfléchir à quoi cibler. Il y a un rapport qui propose certaines cibles, mais je pense qu'il y a encore matière à réflexion. Il faut absolument consulter les acteurs économiques. Je ne parle pas que des promoteurs, je parle des entreprises, des secteurs économiques à Montréal, pour voir ce qu'eux veulent. Ce ne suffit pas d'avoir une vision et de se dire les acteurs économiques vont y adhérer. Non, il faut qu'eux participent à ce discours. Et ce n'est pas que les promoteurs économiques. D'ailleurs, eux, ce sont des acteurs qui ne font que construire. En fait, c'est beaucoup plus les occupants des bâtiments, les occupants des bureaux, les occupants donc des hangars auxquels il faut parler. Qu'est-ce qu'eux cherchent? Qu'est-ce qu'eux chercheraient s'ils viendraient se localiser là? Et je pense qu'eux doivent faire partie du dialogue avant qu'un PPU soit finalisé. Donc, le site est grand. Allez, on peut aller à la fin. Là, donc, il n'y a pas de recette miracle, je l'ai dit et je le répète. Les entreprises feront des choix. Il faut comprendre ce dont les entreprises ont besoin, aller chercher une diversité d'acteurs et surtout ne pas planifier l'économie de cette zone sans réfléchir au reste de l'agglomération et au reste de Montréal. Merci. Merci beaucoup. Exemplaire dans les temps. 10 minutes. Alors, on passe à la présentation de M. Gagnon. Bonjour. Je devrais avoir un PowerPoint. Voilà. Alors, ma commande aujourd'hui, c'est de vous parler de l'économie sociale pour essayer de vous convaincre, dans le fond, qu'il existe une façon de faire du développement économique, mais qui tient compte des humains, qui tient compte des valeurs sociales et qui répond aux besoins de la population, idéalement de répondre aux besoins de la population de proximité, de Pointe-Saint-Charles, des quartiers environnants. J'ai 10 minutes pour faire ça, c'est vraiment pas long. Et j'ai une présentation assez dense, ça fait qu'on va faire un deal. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler, puis vous allez lire qu'est-ce qui va être écrit derrière, à mesure. Puis comme ça, je n'aurai pas à le répéter, puis je vais pouvoir considérer que vous l'apprenez. Ça va probablement rendre ce que j'ai à dire beaucoup plus intelligent, s'il vous plaît. Alors, je commence en expliquant qu'est-ce que c'est le chantier de l'économie sociale. C'est une organisation nationale de promotion et de développement de l'économie sociale. Et normalement, je ne le mentionne pas, mais notre mission, je pense qu'elle est pertinente aujourd'hui, c'est que dans le fond, il y a un aspect qui est de démocratisation de l'économie pour essayer d'y intégrer le plus possible des valeurs de solidarité, d'équité et de transparence. Je pense que c'est tout à fait pertinent aujourd'hui. On peut passer à la suivante. L'économie sociale, c'est quoi? Volontairement, je vous montre ça un peu pour vous perdre. Ça, c'est la loi sur l'économie sociale qui est passée en 2014. Ça définit bien qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'économie sociale, selon certains critères, mais je vous rassure, ce n'est pas ça que je vais vous présenter. C'est la suivante, beaucoup plus facile à comprendre. Alors, il faut que je change mes pages, par exemple.
Dans le fond, les éléments les plus importants, c'est le fait que pour une entreprise d'économie sociale, l'humain va passer avant le profit. C'est vraiment dans un but social, je l'ai mentionné. Puis, ce qu'elle va proposer comme produit ou comme service, son but, c'est de répondre à un besoin, à un vrai besoin, à un réel besoin de la population autour, et non pas simplement de vendre des choses, quitte à créer le besoin avec les outils du marketing. Alors ça, c'est les éléments les plus importants. Pour le reste, le fait que ça fonctionne en redistribuant les surplus ou en n'en faisant pas, que c'est indépendant de l'État ou indépendant de toute organisation, ou évidemment, c'est des organisations démocratiques, au sens où, dans le fond, ce n'est pas le capital qui va parler, ce n'est pas la personne qui a le plus d'actions qui prend les décisions, c'est chaque personne, chaque membre de la coopérative ou de l'OBNL. Normalement, j'aurais dû mentionner auparavant dans la slide précédente que l'économie sociale, c'est, dans le fond, composé de coopératives ou d'organisations à but non lucratif. Alors, on peut passer à la suivante. Au chantier, on explique souvent de cette façon-là, en parlant des trois piliers, c'est que dans la société, dans les médias, on parle tout le temps des deux autres piliers, dans le fond, du public et du privé-privé, c'est-à-dire des entreprises privées, en disant si ce n'est pas Hydro-Québec qui le fait, mais ça va être un de ses fournisseurs privés ou ainsi de suite, en se disant que comme si c'était seulement ces deux choix-là qui étaient possibles pour organiser la société. Nous, on pense qu'il existe ce troisième pilier-là, on sait qu'il existe en fait, qui est le pilier collectif, ce qui est l'économie sociale. L'économie sociale, ça a le potentiel d'être aussi agile, d'être aussi innovant, de profiter de la créativité et de l'innovation des entrepreneurs, tout comme les entreprises privées, mais en gardant une mission sociale, en gardant sans privatisation des profits, en étant avec des valeurs plus sociales. Ce que ça permet, dans le fond, c'est le meilleur des deux mondes. On a le bien commun et la créativité. On peut passer à la suivante. Alors, très rapidement, on vient de faire une grande étude avec l'Institut de la statistique du Québec. Alors, on est très fiers d'avoir enfin des chiffres sur qu'est-ce que c'est l'économie sociale au Québec. Les faits saillants, principalement, vous avez lu en même temps, merci, mais tu as juste mentionné que c'est 13% du PIB. On peut passer à la suivante, qui est plus intéressante encore. C'est que, dans le fond, ça explique ici pourquoi, et ça explique que et pourquoi les entreprises d'économie sociale, ils durent plus longtemps. Depuis très longtemps, on le sait, les coopératives, les OBNL qui sont en entreprise ont une durée de vie beaucoup plus grande que les autres entreprises. Puis c'est pour les raisons que vous voyez là, c'est que dans le fond, elles sont ancrées dans leur milieu. Les gens tiennent aux entreprises d'économie sociale qui les desservent, pas seulement parce qu'ils ont un mot à dire, mais généralement également, comme je l'ai dit, à cause de leur ancrage. On peut passer à la suivante. Des entreprises d'économie sociale, il y en a dans tous les secteurs, dans toutes les dimensions. Il n'y a pas là-dedans, mais la plus grosse entreprise d'économie sociale, c'est le Mouvement Desjardins. Mais il y a des beaucoup plus petits également. Ce qui n'est pas sur la slide, mais le Cinéma Beaubien est une entreprise d'économie sociale. Dans Pointe-Saint-Charles, il y a plusieurs citoyens probablement de Pointe-Saint-Charles ici, les CPE évidemment, mais Cuisine à tout, Fort Métal, Bâtir son quartier, c'est des entreprises d'économie sociale qui sont situées à Pointe-Saint-Charles. On peut passer à la suivante. Alors, pourquoi je vous parle de la genèse du mouvement? Ouais, c'est ça que je pensais. J'allais manquer de temps. C'est qu'il y a un lien important entre le mouvement de l'économie sociale et le mouvement communautaire que vous êtes en train de lire pendant que je parle parce que vous êtes très obéissant. C'est que dans le fond, c'est le mouvement communautaire qui s'est dit répondre aux besoins de la population, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre la main sur les leviers économiques pour faire du développement économique, mais dans le but de répondre aux besoins sociaux. Et c'est là qu'ils ont inventé le développement économique. Inventé, il faut passer vite un peu sur les aspects historiques, là, mais qui ont inventé le développement économique communautaire et l'économie sociale telle que le porte le chantier de l'économie sociale. On peut passer à la suivante. Alors, très rapidement, parce que je manque de temps, ça, c'est le développement économique communautaire, une longue définition de chercheur que je passe tout de suite. On va passer à la suivante. Une définition de praticien qui est, dans le fond, on identifie les besoins de la population, mais par la population elle-même. On mobilise les forces de la communauté pour identifier les meilleures solutions.
On investit les lieux, les leviers économiques, je l'ai dit précédemment, puis tout ça, dans le fond, c'est pour développer l'économique, mais pour le social. C'est la caractéristique principale du développement économique communautaire. Et puis, si on passe à la suivante, le lien entre l'économie sociale et le développement économique communautaire, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est à peu près les éléments principaux. C'est pour ça que c'est si lié l'un à l'autre. Ce que j'ai à peu près mentionné tout précédemment. Alors, l'impact que ça peut faire, parce que j'essaie de sauver du temps, évidemment, quand il y a de l'économie sociale, quand il y a un développement par l'économie sociale, nécessairement, ça fait, évidemment, il y a de la création d'emplois, mais ça assure l'accessibilité services, ça revitalise, ça a le potentiel de revitaliser le quartier, ça protège l'environnement, ça peut valoriser, ça valorise la culture locale, puis ça fait une lutte aux inégalités des deux côtés, comme on dit, c'est-à-dire que par les services que ça offre qui peuvent répondre à des besoins, mais également en créant des emplois lorsque c'est des emplois locaux. Alors, l'idée de tout ça, c'est de transformer, je fais le lien avec la mission du chantier de l'économie sociale, notre idée, c'est pas seulement de créer, d'aider les entreprises d'économie sociale à exister. Ce qu'on veut, c'est de transformer le modèle économique. On peut passer à la suivante. Fait que plus dans un secteur, dans un quartier, dans le secteur Bridge Bonaventure, plus il y aura d'économie sociale, plus il va y avoir des entreprises qui répondent aux besoins, des entreprises qui emploient des travailleurs locaux. Les entreprises d'économie sociale ont vraiment statistiquement plus tendance à embaucher des gens qui habitent près de leur siège social, des entreprises qui collaborent ensemble, qui sont responsables environnementalement, puis qui font de l'innovation. L'innovation, c'est pas seulement... c'est pas pire. C'est pas seulement de l'innovation d'inventer des nouvelles bébelles ou d'inventer une nouvelle technologie. Il y a aussi l'innovation sociale. L'économie sociale est forte là-dedans. Alors, dans le fond, notre but, c'est de transformer le modèle économique un lot à la fois, parce que je savais que j'allais parler d'urbanisme. OK. Alors, j'ai un peu de temps devant moi pour vous donner un exemple. J'espérais pouvoir me rendre jusque-là, d'un cas qui est, dans le fond, le village de Saint-Camille, en Estrie. Le village de Saint-Camille, c'est un tout petit village. En ce moment, ils sont 600 habitants. En 1910, leur grand pic a passé à 1100 habitants. C'est tout petit. Mais ils ont eu un très grand déclin démographique. Puis, avec la réforme agraire, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la paysannerie, qui sont plus fermiers. Grâce à les citoyens, en se mobilisant, en parlant ensemble, ça, ce que je viens d'écrire comme crise, c'est tous les villages au Québec, tous les villages ruraux au Québec ont vécu la même affaire. La différence, c'est qu'à Saint-Camille, il y a des citoyens qui ont dit « il faut qu'on fasse quelque chose. On a, nous, le pouvoir de faire quelque chose. Ce n'est pas juste la municipalité ou le gouvernement qui peut le faire. » Alors, ils ont parlé ensemble, ils ont développé des petits projets qui ont eu comme effet d'attirer de la population de l'extérieur, des nouvelles familles, des jeunes familles. Puis grâce à ça, ils ont pu renverser le déclin démographique. Leur population était passée à 400 et revenue à 600. Ils ont réussi à maintenir leurs services, comme par exemple l'école primaire qui est importante. Puis tout ça, c'est fait, je le passe rapidement, même si ça devrait être ça mon sujet, c'est fait en développant plusieurs projets d'économie sociale. Pour une population de 600 habitants, ils ont un taux d'entreprise d'économie sociale beaucoup plus élevé que la moyenne. C'est un élément très important et c'est comme ça qu'on peut développer un territoire pour répondre aux besoins à long terme de la population, mais tout en créant de l'emploi et tout en créant de la richesse également. Merci beaucoup. Merci. Alors, on passe à la dernière présentation. Merci. Donc, ça va être un défi pour moi aussi de faire ça en 10 minutes. Donc, on va passer à la suivante, s'il vous plaît. Vous allez voir, j'en ai beaucoup. Donc, je vais passer rapidement. Je suis de Vivre en Ville, qui est un organisme à but non lucratif. On est un organisme qui milite pour l'aménagement durable du territoire. On travaille à l'échelle du Québec, puis on fait à la fois de la recherche, du service conseil, de l'accompagnement, du plaidoyer. Puis aujourd'hui, on peut passer à la suivante et à la suivante. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de 2 de nos publications parce qu'on m'a parlé je me détache peut-être un peu de mes 2 collègues, mais on m'a demandé de parler davantage de mixité fonctionnelle, puis de conditions pour la cohabitation des fonctions. Donc, je vais aborder un peu plus les recherches qu'on a faites dans 2 de nos publications qui sont « Bâtir au bon endroit », puis une toute récente qui s'appelle « Localisation éco-responsable des bureaux ».
Donc, on peut aller à la suivante. Dans bâtir au bon endroit, donc la clé d'une mixité réussie. On le sait, on est ici pour ça aujourd'hui en consultation. Quand on veut requalifier ou renouveler un territoire, la première chose qu'on va faire pour un secteur, c'est se doter d'une vision collective de qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne, ce territoire-là, à quoi est-ce qu'on aspire. Une fois qu'on a en tête cette vision-là, qu'on l'a élaborée, on va passer à une planification un peu plus détaillée du secteur, où on va s'attarder à la fois aux formes, quel bâtiment on veut, quelle hauteur, quelle forme de rue, quels espaces publics, mais aussi aux usages, aux activités. Où est-ce qu'on veut nos commerces? À quel endroit est-ce qu'on veut qu'il y ait des résidences? Où est-ce qu'on veut nos industries? Puis, dans bâtir au bon endroit, on va s'intéresser particulièrement à la localisation, justement, des activités. Parce que pour une mixité de fonctions, ça devient tout à fait intéressant de se poser la question à quel endroit est-ce qu'on devrait ou on pourrait autoriser certains usages, certaines activités pour permettre d'avoir une mixité qui est intéressante, un milieu de vie à certains endroits, puis aussi pour préserver les activités économiques qu'on souhaite préserver sur le territoire. Donc, à la suivante. Dans bâtir au bon endroit, on a 4 principes qu'on identifie pour une bonne localisation. D'abord, donc, optimiser la gestion des finances publiques. Pour le secteur Bridge-Bonaventure, ça semble assez évident. On est au cœur d'agglomération. On se connecte au réseau existant. On n'empiète pas sur les terres agricoles, sur les milieux naturels. On est vraiment dans un secteur qui, justement, va être bénéfique pour la collectivité parce qu'on n'aura pas besoin de nouvelles infrastructures, de s'étaler. Ensuite, le deuxième principe, ça va être celui de garantir l'accessibilité pour tous et à moindre coût. Donc, c'est évident, on a une bonne localisation, on veut qu'elle soit bien accessible. On sait qu'avec notamment l'arrivée du REM, ça va changer la donne pour le secteur Bridge-Bonaventure, qui va devenir d'autant plus attractif. Mais on l'a vu aussi dans les panels précédents, il y a encore un défi de taille, que ce soit pour la mobilité dans ce secteur-là, en termes notamment de déplacement actif, même collectif à l'échelle locale. On va y revenir. Puis, le troisième principe, donc celui de favoriser les synergies économiques et urbaines. Donc, c'est évident, quand on veut localiser des activités, quand on veut une bonne cohabitation entre différents usages sur le territoire, on veut qu'il y ait des synergies, ce qui est un enjeu en ce moment pour le secteur. Mais on sait notamment avec la recherche que dans un milieu dense, dans un milieu où on a des travailleurs, notamment des bureaux, ça permet des synergies avec des commerces, par exemple. Donc, avoir une certaine densité de personnes qui travaillent, qui habitent un milieu, bien, ça permet d'avoir d'autres commerces complémentaires, d'autres usages qui vont vivre ensemble. Puis finalement, donc, le dernier principe, c'est de susciter une expérience urbaine qui va être intéressante. Donc, si on veut un milieu mixte, un milieu qui est convivial, on veut que les activités qu'on va implanter participent à cette animation-là, permettent justement d'enrichir puis d'animer les milieux de vie pour justement que toute la journée, ce soit agréable d'y vivre. Ceci étant dit, il faut mentionner que toutes les activités ne jouent pas le même rôle. Donc, notamment les activités économiques. On identifie 3 types d'activités économiques principales. Donc, les activités structurantes, qui seraient des activités des grandes institutions, des grands employeurs. On pense aux universités, on pense aux hôpitaux, on pense aux bureaux. On pense à des activités qui vont se distinguer par le fait qu'ils vont avoir un bassin d'usagers qui vont être prêts à venir de plus loin pour y aller. Donc, des activités qui sont assez attractives puis qu'on souhaite localiser dans des endroits qui sont des centralités, des pôles importants qu'on veut développer. Ensuite, on a les activités de proximité, donc évidemment l'épicerie, la pharmacie, toutes ces activités du quotidien qu'on souhaiterait idéalement avoir au cœur de chacun des quartiers, sur les rues principales. Puis finalement, on a les activités incompatibles avec les milieux de vie. Merci. Donc, qui sont des activités qui ont, par exemple, des nuisances importantes, qui comportent des risques, puis qui s'intègrent beaucoup moins bien au milieu de vie, au milieu où on habite, au milieu où on travaille. Donc, ces activités-là, habituellement, on souhaite les localiser dans des endroits où ils vont pouvoir s'intensifier, ils vont pouvoir se développer sans nuire aux voisins, sans être désagréables pour les gens qui les entourent. Puis, on va habituellement privilégier des zones spécialisées. On va justement leur permettre de prendre l'expansion, de s'intensifier dans des endroits où, justement, ils vont pouvoir s'intégrer dans un milieu avec d'autres industries, d'autres activités qui vont être de la même nature. Mais dans un territoire qui est appelé à se renouveler, un territoire où on a déjà des activités économiques,
où il va y avoir une station du REM qui va probablement le rendre plus attractif. Ça pose un défi de taille. Donc, ce que je propose de faire, moi, c'est de vous présenter quelques pistes de réflexion, justement, pour identifier c'est quoi les conditions à une mixité qui est réussie, à une mixité aussi qui va prendre en compte l'existence de ces activités économiques-là. Donc, j'en parlais, les éléments de réflexion, des enjeux. J'ai essayé d'identifier un peu des enjeux aussi avec le secteur pour vous aider à réfléchir. Donc, protéger les activités économiques existantes. Donc, d'abord, le premier enjeu, évidemment, la cohabitation entre les activités. On le sait, si on a des industries lourdes, des industries qui comportent certaines nuisances, du camionnage, du bruit, comment est-ce qu'on peut implanter des habitations, même des activités d'emploi à proximité? C'est des questions qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on peut atténuer ces nuisances-là, avoir des mesures de mitigation aussi. Puis finalement aussi, l'enjeu de la prédominance du résidentiel sur le marché immobilier. Donc, le fait que le résidentiel, s'il est autorisé, a tendance à dominer d'autres usages. Donc, s'il est autorisé, la valeur foncière va peut-être être plus intéressante pour qu'on y développe du résidentiel. Mais aussi, quand on autorise du résidentiel, ça veut dire que peut-être que les activités à côté sont à risque, puisqu'il y a peu de personnes qui ont envie d'habiter à côté d'un endroit qui est très bruyant, où il y a des poussières, où il y a du transport. Donc, il y a une question aussi de vigilance par rapport aux endroits où on va autoriser ces activités-là. Donc, dans les pistes de solutions, les pistes de réflexion, il faut viser la complémentarité des activités. On en a parlé beaucoup aujourd'hui de la vision du secteur. C'est un secteur qui est morcelé, où il y a beaucoup de sous-secteurs. Donc, il faut clairement identifier les endroits où on souhaite une mixité, où on souhaite un quartier complet, parce qu'il y a des activités qui cohabitent très bien ensemble. On pense aux résidentiels, aux activités de bureau, aux petits commerces d'alimentation, de détail, aux restaurants. Mais les activités industrielles plus lourdes, justement, cohabitent pas toujours, ou très peu souvent, heureusement, avec les autres activités. Donc, il faut penser notamment aussi à des zones tampons, que ce soit des espaces qu'on laisse végétaliser, des zones tampons qui sont assez grandes, ou bien à des activités intermédiaires, des zones de transition. On voit de plus en plus de villes qui utilisent, par exemple, l'industriel léger comme un usage différent, c'est-à-dire des activités industrielles où les nuisances sont souvent à l'intérieur des bâtiments, mais qu'à l'extérieur, donc pour le voisin, il n'y a pas de bruit ou de camionnage important. Donc, ces activités-là peuvent être intéressantes pour jouer le rôle d'un entre-deux, entre une zone industrielle où les industries lourdes perdureraient, par exemple, puis une zone où on voudrait insérer des activités résidentielles, de l'emploi, etc. Ensuite, pour une mixité réussie, il y a aussi la question de la qualité puis de la diversité des espaces publics qui est intéressante, en fait, qu'il faut se poser, parce qu'il y a des enjeux justement sur la diversité de ces endroits-là, aussi qui est toute la délimitation, mais l'interface entre le public et le privé, puis le verdissement. Donc, on pense à la fois aux places publiques, on pense à la fois aux rues, au domaine public, on pense aussi aux bassins de rétention, aux abords du canal. On pense aussi aux occasions, aux friches urbaines, aux bâtiments désaffectés qu'on peut voir comme des occasions de verdir les quartiers puis de les rendre plus agréables. Ensuite, un autre élément pour avoir une mixité réussie, c'est la sécurité et la convivialité des déplacements. On en a parlé. Donc, la cohabitation avec le transport de marchandises, dont il y a déjà été question. La question de la prédominance de l'automobile aussi, on le sait, si on veut rendre ce milieu-là plus attractif, on veut attirer des gens, ça va quand même rester un endroit de passage parce que ça reste l'entrée et la sortie de la ville. Donc, il faut réfléchir à cet enjeu-là. La question de la perméabilité de la trame de rue aussi, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on peut se déplacer dans l'espace. Est-ce qu'il y a des cul-de-sac? Est-ce que je peux traverser des barrières comme les voies ferrées, les autoroutes, le canal? Donc, ça aussi, ça va être un enjeu important à se poser comme question. Donc, généralement, il faut penser à la sécurité pour tous les modes, donc à la fois piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, évidemment. Aussi penser à l'hiver, parce que nos hivers seront sans doute de plus en plus slotcheux, si je peux me permettre. Donc, c'est à intégrer dans la réflexion. Limiter de la place de l'automobile aussi, notamment aux endroits qui sont les plus accidentogènes, aux endroits où il y a plus de risques de collision. Il ne faut pas avoir peur de le faire, notamment, Montréal l'a déjà fait pour plusieurs de ses viaducs, mais on pense aussi au stationnement de surface. Puis, comme il me reste moins 2 minutes, je vais y aller rapidement. Il y a aussi la réflexion à avoir pour une mixité d'intégrer les grandes surfaces, que ce soit des grandes surfaces commerciales ou des bâtiments industriels qui sont légers, donc qui n'ont pas tellement de nuisances à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment, parce que c'est des endroits peu denses qui ont souvent peu de relation avec la rue. Donc, on peut penser à une mixité verticale, c'est-à-dire une mixité qu'à l'intérieur du même bâtiment, on va avoir un usage au rez-de-chaussée, un autre usage aux étages supérieurs,
On peut penser aussi à l'interface avec la rue. Si on veut une mixité intéressante, on veut une expérience urbaine. Quand on se promène dans la rue, on ne voit pas une mer de stationnement, mais qu'on voit des bâtiments animés, des façades animées. Puis finalement, on veut réfléchir à l'intégration des repères et des bâtiments d'intérêt dans le secteur. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça, notamment la compatibilité avec des nouvelles vocations. Si on veut requalifier un secteur, si on veut y amener de nouvelles activités, encore faut-il que les bâtiments d'intérêt ou les immeubles puissent servir à ces nouvelles vocations-là. Mais il y a quand même l'importance de recycler des bâtiments, de s'appuyer sur l'existant aussi pour créer cette mixité-là, puis l'identité du secteur. Voilà. Puis, il me reste encore moins 20 secondes pour aborder le cas particulier des activités de bureau. Donc, les activités de bureau, on s'y intéresse dans notre dernière publication qui est gratuite, que je vous invite à consulter, parce que c'est une activité où il y a une densité d'employés qui est élevée, des besoins en espace qui sont minimes. On a besoin d'un ordinateur, d'un bureau, puis qui ont des synergies urbaines intéressantes parce qu'elles peuvent participer à animer les milieux de vie pendant la journée, peuvent participer à la convivialité d'un milieu de vie. Donc, dans notre publication, on élabore les principes d'une localisation éco-responsable des bureaux, puis oui, encore. On parle des co-bénéfices aussi de s'implanter dans les milieux de vie. Puis je vous invite à aller la visiter, donc à la télécharger sur localisationécoresponsable.com. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, en vous écoutant, je me permets peut-être de dégager 3 points communs ou 3 points en fait qui vont nous aider peut-être dans la réflexion pour Brigitte Bonaventure et de vous poser une question transversale qui va vous aider peut-être à confronter vos points de vue. Mais le premier élément que je retiens, c'est la question de la vision globale, donc une planification qui est plus stratégique par rapport à des initiatives qui sont plus locales, pour éviter justement la concurrence entre les fonctions et de favoriser éventuellement des synergies, de la complémentarité. Encore faut-il savoir comment, par quels moyens, donc ce n'est pas toujours évident. Un deuxième élément qui est plutôt lié au phasage, aux temporalités. Donc on se comprend qu'à la fois le secteur il est très grand, mais il y a également des temporalités et qu'il faut prendre en compte aussi l'évolution de la conjoncture économique. Donc il est difficile de prévoir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer justement d'ici 20 ans. Et donc cette flexibilité-là, c'est peut-être un élément aussi que vous avez abordé de façon importante dans vos présentations. Un troisième élément, et dernier, est la question de la juste distance entre les fonctions et le juste mélange ou le mix en fait des fonctions. Il n'y a pas de recette aussi. Donc malgré le fait d'aller chercher justement des précédents, que ce soit en Europe ou ailleurs en Amérique du Nord, c'est toujours une construction difficile et un pari aussi de savoir quelle est la juste distance entre les activités. La cohabitation entre l'industrie légère justement et le résidentiel, c'est encore une possibilité. Donc il y a plusieurs villes qui justement expérimentent des possibilités en ce sens et des activités qui en effet sont incompatibles. Mais aussi l'équilibre souhaité entre les activités. Donc on parle d'activité économique, mais il y a une diversité d'activités, vous l'avez bien souligné, donc c'est important de miser sur la diversité plutôt que sur un créneau spécifique. Et souvent, que ce soit les politiques publiques ou en fait les plans en fait, de développement, des fois, peut-être vont au-delà d'essayer de thématiser des secteurs ou des quartiers pour essayer d'attirer davantage des investissements. Donc j'aimerais vous entendre sur les leviers. Donc si on fait le lien avec Brigitte Bonaventure spécifiquement, quels sont les leviers concrets selon vous, donc qu'on devrait parier en termes de développement économique et urbain pour qu'on puisse amorcer un processus de revitalisation progressif. Donc, par où on devrait commencer? Question difficile, mais un peu provocatrice également. On commence peut-être par la dernière présentation, pour changer un petit peu, par Andréane. Donc, par où est-ce qu'on devrait commencer? Aujourd'hui, c'est déjà un bon début, la concertation. Je pense que oui, la consultation, l'élaboration de la vision, on l'a dit, c'est important. Chose intéressante aussi qu'on a dit, qui a été dite au panel au précédent, je pense, c'est qu'il va falloir avoir une vision d'aménagement forte, puis qui ose aussi soit aller vers le changement ou soit aller vers une identité haute qui serait peut-être la préservation des activités économiques qui sont là. Donc, il va y avoir un choix qui va devoir être fait dans cette vision d'aménagement-là. Puis un autre élément, je pense, qui va être important aussi pour aller de l'avant, ça va être la concertation des propriétaires. C'est un territoire qui est morcelé, je pense que c'est même dans le titre du colloque. C'est un territoire où il y a beaucoup d'acteurs, qui n'est pas nécessairement cohérent quand on le regarde en plan, même en plan, donc ce qui en dit quand même beaucoup. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir aussi à peut-être, on l'a déjà dit, là, mais y aller par phase ou du moins identifier des identités pour chacun des sous-secteurs. D'accord, parfait.
Charles? Par quoi on commence? C'est vraiment pas facile à répondre. Je vais peut-être plus me prononcer sur la question dans le fond, de la vision globale. Moi, je parle d'économie sociale. C'est un immense territoire qui est peut-être à développer ou à redévelopper. Je n'ai pas la prétention, même moi, que l'ensemble de ce territoire-là soit occupé à 100% par de l'économie sociale. J'en rêverais, mais je suis quand même capable d'être réaliste dans la vie. Par contre, on sait que, justement, en regardant de manière prospective qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochaines années, un des grands enjeux en ce moment, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Pourtant, dans plusieurs des quartiers centraux, il y a des bassins de population qui ne peuvent pas ou qui ne travaillent pas. C'est un bassin que des entreprises d'économie sociale qui ont ça comme spécialisation, là, des entreprises d'insertion, qui sont capables de prendre ces gens-là et de les amener plus près d'un emploi pour répondre aux besoins des entreprises. Je ne dis pas que c'est la seule chose qu'on peut faire, mais je trouve que pour ça il faudrait idéalement le planifier d'avance pour s'assurer qu'on ne fasse pas simplement déplacer le problème ou essayer de développer des entreprises qui vont être obligées de fermer parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Alors ça, c'est un des aspects. Est-ce que c'est la première chose? Moi, c'est la première chose à laquelle moi, je ferais, évidemment, mais je ne suis pas sûr que ça réglerait, évidemment, l'ensemble des éléments que vous avez mentionnés au début. Parfait. Richard? Oui, alors je vais reprendre du vocabulaire qui a été introduit parce que je pense que c'est un vocabulaire très utile, c'est celui des activités structurantes par rapport aux activités locales ou de quartier. Moi, je pense qu'une des priorités, c'est de réfléchir à quelles activités structurantes on veut. Parce que les activités locales ou de quartier vont se développer s'il y a un quartier résidentiel qui se développe. Ce sont les résidents qui vont s'en servir. Et donc, je dirais que ce n'est pas par là qu'on commence quand on pense à l'économie. Je pense qu'il faut se dire, d'abord, quel est le rapport entre ces activités structurantes et locales? Est-ce qu'on va pondérer un peu? Parce que les activités structurantes vont devoir aller chercher des travailleurs, certes, certains travailleurs locaux, mais ils iront chercher des travailleurs dans l'ensemble de la RMR. Donc, quelles sont ces activités structurantes? Et aussi, où est-ce qu'ils vont être localisés géographiquement, parce que ça structure pas seulement l'économie, ça va structurer aussi un peu l'espace. S'il y a des grands acteurs, des grands bureaux qui sont à certains endroits, le reste de l'économie va un peu s'organiser autour. Et je pense que si on a une vision de quelles sont ces activités structurantes, ça permettra ensuite de voir où peuvent ensuite s'insérer les activités locales. Dans quelle mesure est-ce que l'économie sera peut-être dans certaines parties plus structurantes et dans certaines parties participera plutôt à l'économie locale? Mais moi, je commencerai par réfléchir à ces activités structurantes autour desquelles ensuite je planifierai le reste des activités économiques. Je dirais aussi une autre chose, c'est que beaucoup des éléments donc, du cadre bâti qui ont été mentionnés correspondent à ce que moi j'appelle, j'ai mentionné l'importance que le quartier soit attractif donc pour ces activités structurantes, et beaucoup des éléments mentionnés rendront ce quartier plus ou moins attractifs s'ils sont plus ou moins bien implantés. Alors vous avez souligné un élément important sur la question de l'identité, parce que je pensais aussi à un pari important justement de l'identité actuelle et à venir, donc par rapport à la place de l'industrie dans le quartier, donc la place actuelle et la place qu'on souhaite avoir pour le futur. Et je pense que ça a été dit dans le dernier panel sur la mobilité, le fait qu'éventuellement ça peut être une option justement d'affirmer ce caractère industriel, ou bien ça peut être autre chose, ça peut être justement dans les exemples d'ambiance urbaine. Est-ce que vous avez des éléments peut-être par rapport à cette identité-là? Oui, certainement. Puis je pense qu'on revient encore au territoire qui est morcelé. Puis oui, il y a le côté industriel qui certainement, en tout cas, à mon sens, est encore assez actif dans une grande partie du secteur. Mais je pense qu'il y a quand même l'arrivée de la station du REM qu'il ne faut pas sous-estimer. On ne sait pas exactement, si je ne me trompe pas, à quel endroit va être localisée la station, mais ça va être quand même un levier d'attractivité pour le secteur. Il faudra voir comment est-ce que le renouvellement de ce secteur-là pourra prendre appui sur la présence de ces stations-là à haute fréquence, puis sur la connexion avec les quartiers qui sont adjacents aussi, parce qu'il n'est pas complètement enclavé non plus, le secteur Bruges-Bonaventure. Donc oui, il va falloir faire des choix, peut-être pas des choix pour l'ensemble du territoire, mais certainement pour du moins une partie, peut-être les parties les plus enclavées notamment. D'autres commentaires sur l'identité? Je penserais juste, c'est un véritable défi que d'essayer de faire perdurer l'identité industrielle du quartier.
dans un contexte où finalement les industries, lorsqu'elles survivent, se déplacent souvent vers les banlieues, et aussi l'emploi industriel a été relativement stable, sinon en déclin, depuis plusieurs années. Une des questions à se demander, et d'ailleurs on en revient à ces activités, j'ai parlé de structurantes et locales, il y avait aussi des activités incompatibles. Dans quelle mesure ces activités industrielles, surtout celles qui sont là, il y a d'autres activités industrielles comme ceux du Makers Movement, celui des artisans qui peuvent peut-être venir réaffirmer une certaine identité industrielle, mais ce ne sera pas peut-être la même identité industrielle que celle qui est en train de décliner. Et je pense que la question de savoir si oui ou non on préserve ou on cherche à préserver les activités existantes est une question importante. Je n'ai pas la réponse, mais ça c'est certainement une chose auquel il va falloir réfléchir. L'identité, c'est pas seulement l'identité de la partie qui va être industrielle ou occupée par les entreprises. Ce quartier-là, le bout à développer n'est pas complètement enclavé, mais en même temps, en ce moment, il n'y a aucun résident. L'identité d'un quartier, c'est souvent les résidents eux-mêmes qui doivent la vivre et qui doivent l'accepter. À quelque part, il faut que l'identité qu'on va lui placer permette de continuer ce qui existe déjà. Puis si les entreprises s'y installent, idéalement, ça doit devenir un facteur d'attractivité, vous l'avez mentionné. Quand Ubisoft s'est placé dans le Myland, il y a eu un grand mouvement de Ubisoft et du Myland vers Ubisoft par la suite. C'est quelque chose comme ça qui... Bon, je ne dis pas que c'est 100% le bon modèle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une part d'identité. Ça n'a été pas choisi au hasard. Puis peut-être pour compléter aussi, je trouvais ça intéressant au début de la présentation de M. Chimur quand il disait qu'il faudra leur demander aussi qu'est-ce que vous gagnez à rester ici? Est-ce que vous pouvez vous développer, vous intensifier vos activités? Est-ce que vous préfériez être localisé à un endroit où justement qui serait plus approprié pour vos activités? Il faut aussi les intégrer, je pense, à la discussion. Peut-être vous écouter sur une dernière question avant de passer au public. Donc on n'a pas parlé de ça spécifiquement, on a parlé de temporalité, de phase. Mais qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, des usages transitoires? Est-ce que ça a une place dans le quartier, donc d'expérimenter des activités pour un certain temps? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça intéressant dans une perspective où il y a aussi beaucoup de bâtiments anciens, bâtiments d'intérêt qui sont un peu en attente de vocation. Ça permet de tester des localisations, tester des emplois, d'assurer l'entretien de ces bâtiments-là aussi en vue d'une occupation plus permanente. Fait que moi, je pense que c'est une idée qui est intéressante. Il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale, d'organismes communautaires, d'organisations sociales au sens le plus large qui pourraient de toute façon bénéficier de locaux transitoires puisqu'ils sont en démarrage, soit ils sont en relocalisation. Fait que c'est sûr qu'il y a une demande pour ce type de locaux-là. Oui, bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que se disent mes copanélistes. La seule chose qui m'inquiète un peu dans ces bâtiments transitoires, c'est que parfois, il y a des activités qui fonctionnent très bien et soudain, ils se retrouvent sans abri. Et donc ça, il faut penser à la suite des choses une fois on passe à l'utilisation plus permanente du site. Il faut s'assurer que les entreprises ou les organisations qui fonctionnent ne soient pas mises à la rue. Donc je pense qu'il faut penser à la suite des choses après l'occupation transitoire. Très bon point. Mais merci beaucoup. Donc, je vais inviter le public à venir poser ses questions donc, aux deux micros. On va essayer d'alterner donc hommes-femmes, comme on avait prévu au départ. Donc, ou pas. OK. Donc, on attend vos questions. Alors, présentez-vous pour enregistrer en fait votre affiliation. Donc, madame. Bonjour, je suis Isabelle Gay, je suis commissaire à la muséologie et au patrimoine au service de la culture de la Ville de Montréal. Ma question s'adresse à l'ensemble des panélistes. J'ai pas entendu beaucoup parler d'activités ou d'équipements culturels aujourd'hui et j'aimerais savoir quelle est votre vision, quel est l'impact que pourrait avoir l'implantation de ce type d'activité. Je pense évidemment à des ateliers d'artistes, des musées, des centres, des lieux de diffusion, des salles de spectacle, des lieux de pratique libre, de pratique amateur. Donc, ma question est très large, mais selon vous, quel est l'impact que pourrait avoir la création de lieux dédiés à la culture pour renouer ce territoire? OK, bref. Le développement dans le développement local ou la revitalisation
par l'économie sociale ou par le développement économique communautaire, un des premiers leviers que à peu près tous les cas qui ont fonctionné, ça a toujours été un élément culturel. Saint-Camille, dont je viens de parler, ils ont transformé leur église en lieu communautaire culturel où justement il y a de la diffusion. On s'entend, c'est pas un gros marché, ils sont 600, c'est pas le Cirque du Soleil qui va aller se rendre là, on s'entend, mais reste que ça a un facteur de cohésion, ça a un facteur d'identité très fort. Alors, c'est sûr que des éléments, des équipements culturels en économie sociale ont le potentiel de créer le type de synergie dont on parle tous ici en avant. Est-ce que ensuite ces lieux-là et lesquels sont le plus appropriés pour quel type d'équipement? Ça, c'est une autre question. C'est pas ma spécialité à moi, mais ils me montreront leur plan d'affaires puis je vais les aider. Oui, moi je suis peut-être un peu plus sceptique sur le rôle que peuvent jouer ce type d'activités sur le renouvellement, surtout lorsqu'on est si proche du centre-ville où il y a déjà beaucoup d'offres culturelles. Le danger, c'est que si on essaye de recréer un pôle culturel, on va affaiblir des pôles existants. Et je pense donc qu'il faut vraiment réfléchir à quel serait le rôle de ce quartier par rapport aux autres institutions et activités qui existent. Et je fais encore la distinction entre les activités culturelles destinées à la population locale, c'est un peu donc les activités locales ou de quartier dont on parlait, certainement il devrait y en avoir, mais est-ce qu'il y a un besoin ou une nécessité d'avoir des grosses activités culturelles structurantes alors qu'on est si proche du centre-ville? Ça revient à mon point qu'il faut situer ce quartier dans l'ensemble de la métropole et réfléchir sérieusement, est-ce qu'on ne va pas affaiblir le centre-ville en voulant renforcer ce quartier-là au niveau culturel? Je n'ai pas la réponse, mais c'est le type de question qu'il faut se poser avant de s'engager trop là-dedans. On revient sur la question de la concurrence des fonctions, justement, donc d'avoir une vision stratégique avant de se prononcer sur une programmation. Donc, merci. Je vous remercie. Madame? C'est à moi? Ah, vous avez... il y a un monsieur, donc on fait... Voilà. Monsieur, allez-y. Bon. S'il vous plaît. Guillaume Bonigeon, mon intervention est à titre personnel. On parle d'activité économique. Je voulais avoir votre pouls, savoir ce que vous pensez que ça peut avoir comme effet la venue d'un stade, par exemple, sur le bassin Peel. C'est une activité économique essentiellement événementielle, donc avec des gros événements, puis après ça, des grosses périodes mortes et encore des gros événements. Donc, comment mélanger un afflux de gens, puis ce que vous parliez à propos du tissu social, des activités très locales, puis par rapport aussi aux besoins, ce qui me rejoint plus en termes de transport, si on pense à la quantité de gens qui vont venir travailler dans ce quartier industriel, puis les gens qui peuvent venir en même temps pour les activités événementielles. Bon, alors, je pense que la question des stades pour le développement de quartiers est très délicate parce que les stades, en fait, ça n'aide pas les quartiers à se développer. Précisément pour la raison que vous évoquez, c'est qu'il y a des moments de grande affluence et ensuite des moments où c'est vide. Et le problème des moments de vide, et ça c'est, je dirais, typiquement, c'est la moitié du temps au moins, et aussi souvent pendant la journée, aussi il n'y a pas beaucoup d'événements, c'est surtout en soirée. Les moments de vide, vraiment, ça crée des friches. Et d'ailleurs, j'ai un étudiant qui a fait une étude là-dessus juste l'année dernière où il a regardé plusieurs stades en Europe et c'est vraiment le constat qu'il avait, c'est qu'il y a des périodes de forte affluence et ensuite des périodes où vraiment rien ne se passe. Et pour le quartier, pour un quartier où les gens veulent vivre au jour le jour, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution pour avoir un quartier vivant. Il faut des activités qui animent le quartier à longueur de journée et le stade ne semble pas, au moins du point de vue des études que j'ai pu voir, avoir ce rôle d'animation de quartier. Et en termes de la deuxième remarque que j'ai faite pour l'affluence en termes de transport, avec les fonctions industrielles puis la fonction événementielle qui apportent les deux un énorme flux de gens aux mêmes périodes, probablement. Il y a aussi des problèmes de transport. Je ne suis pas spécialiste là-dessus. Peut-être que mes co-panélistes ont quelque chose à dire. Mais en fait, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose. Vous apportez le côté événementiel, l'affluence de personnes, le côté industriel aussi, qui amène, on parlait tantôt de navettes aussi, ou de manière de transporter les travailleurs. Puis on a un milieu de vie, donc des déplacements au quotidien, des déplacements vers le travail, vers l'épicerie, la pharmacie. Puis je pense qu'il y a quand même un choix à faire. On ne peut pas tout avoir dans un quartier non plus. Peut-être que si on fait le choix d'avoir un stade à un endroit, on va
on va peut-être pas avoir le choix d'avoir un milieu de vie ou une vie locale qui serait celle qu'on espère en même temps. Donc, il y a peut-être un peu, en tout cas, moi, ce que je vois, personnellement, mon avis, c'est qu'il y a peut-être un peu une incompatibilité entre faire le choix d'avoir et un stade, et un quartier complet, et un quartier industriel qui est dynamique. Voilà. Donc, ça prend quand même une vision affirmée, je dirais, et une programmation qui suit de façon cohérente avec le choix qui est fait. Oui, c'est ça. Puis c'est faire un choix. On le dit, puis c'est souvent ça, l'aménagement. Des fois, on n'ose pas choisir, puis on reste un peu flou dans nos orientations, mais à ces moments-là, ça vaut la peine, je pense, de faire un choix fort en aménagement. Le type d'affluence qu'un stade, que ce soit pour les bouts de sport ou d'événements que ça peut avoir, pour répondre à votre question sur la mobilité, c'est des gens qui arrivent pour arriver. La première chose qu'ils veulent faire, c'est aller s'asseoir dans leur siège. Puis une fois que c'est terminé, ils veulent retourner à la maison. Ils vont passer par le quartier, mais seulement en transit. Je ne pense pas qu'il y a des exemples, à ma humble connaissance, et c'est carrément en dehors de mon expertise, mais où il y a des vraies retombées qui sortent du stade lorsqu'il y a une infrastructure comme celle-là. Des retombées locales, peut-être. Après, évidemment, il y a la question des retombées à l'échelle de la ville, donc on revient à la question de l'échelle locale et supralocale. Ça répond? Oui. Merci. Donc, madame. Bonjour, Marjane Amine, je travaille aux Forges de Montréal. Donc, les Forges de Montréal, c'est un des acteurs économiques du secteur, justement. On est aussi un organisme d'économie sociale, puisqu'on est une OBNL. Puis, on a mené l'exercice de rallier les différents acteurs culturels et économiques dans notre secteur pour mener une réflexion commune qui a débuté au mois de juin. Puis en tirer des conclusions. Puis vous posiez la question, ou vous mentionnez qu'une des questions à se poser, c'était de savoir si on voulait conserver ou non les activités présentes. En termes d'activités présentes, ce sont toutes les activités, entre autres liées aux entreprises et aux organismes comme les Forges de Montréal, qui sont en ce moment présentes au carrefour Mill Riverside. Fait que je vous le dis dès maintenant, nous, on compte bien pouvoir rester, puis voir le quartier s'enrichir à partir et être valorisé, mais à partir de la présence de ces usages, qui sont des usages structurants, en fait, parce que ça a un véritable poids au niveau économique. Si on prend Canada Maltage, le ADM Farin Five Roses, il y a la distillerie Sazerac également, Espace Vert, les Forges de Montréal. On forme un pôle d'emploi important. On est tous reliés à des productions manufacturières à différentes échelles, certaines artisanales, reliées au métier d'art, d'autres reliées à l'agroalimentaire. Mais on constitue aussi on forme un bassin commun en lien aussi avec l'identité de passé du territoire qui était un secteur industriel, manufacturier, producteur. Fait que nous, ce qu'on voit, c'est que de miser sur ces fonctions de production à une échelle locale, ça permet à la fois de mettre en valeur l'identité passée du territoire, donc de faire un lien avec l'héritage industriel, de valoriser aussi les bâtiments qui sont occupés à ce niveau-là, parce que pour la plupart, on occupe des bâtiments qui font partie de ce patrimoine industriel-là. Puis également d'assurer le maintien d'un pôle d'emploi pour ce type d'activité au niveau des quartiers centraux de Montréal, parce que trop souvent, on voit le développement de résidences, de fonctions résidentielles être mises de l'avant. Oui, c'est important, il faut avoir de la vie dans ce genre de quartier, des habitants, etc. Mais ça nous prend aussi des secteurs de production qui soient proches de Montréal. Si on pense en termes de développement durable. Est-ce que vous avez une question ? Il n'y a pas vraiment de question. En fait, c'était juste pour amener ce point-là, puis considérer aussi peut-être une gradation des usages. Je pense que différents usages peuvent être compatibles, mais valoriser et projeter une vision à partir de ce qui est présent et ces usages structurants, en fait. Donc, on présentera un mémoire collectif qui va présenter la vision d'un quartier des artisans et des métiers. On l'attend pour la période. Peut-être juste... mais ce serait est-ce que je peux intervenir? C'est qui demande? Ah oui, non, je regarde les commissaires là. Oui, d'accord, Anne, Andrea. Oui, c'était juste pour répondre. Donc, merci d'être venu. Puis je trouve ça intéressant, justement, que vous soyez mobilisés à l'échelle du quartier.
Puis je voulais juste préciser, quand on parlait tantôt d'activités incompatibles avec les milieux de vie, ce n'est pas des activités qui sont moins dynamiques ou qui sont moins importantes justement à l'échelle régionale, à l'échelle de l'agglomération. La contraste avec les activités structurantes, c'est qu'on va parler de structures pour l'espace urbain, qui vont avoir la capacité justement d'attirer des usagers, des travailleurs, des résidents des maisons. Mais ceci étant dit, les activités qui sont moins compatibles avec les milieux de vie ne sont pas moins importantes, moins dynamiques. C'est des pôles d'emploi qui sont plus qu'importants. Je voulais seulement le préciser. Et la question de l'identité, encore une fois, donc ça fait partie de l'ADN qui ne connaît pas les farines Five Roses, hein, donc le slogan au même. Voilà, donc ça fait partie. Monsieur. Mon nom est Vianney Bélanger. Je vais me permettre d'intervenir avant de dire que j'ai participé beaucoup à l'économie sociale. Je fais partie du conseil d'administration, tant dans le logement, mais aussi dans les entreprises. Entre autres, je fais partie du conseil d'administration de Technoparc Montréal, qui est un parc d'entreprises et qui s'est développé dans les années 80, dans lequel on a dû repenser la vocation parce que c'est un parc qui est un peu enclavé et qui a juste une fonction, le travail. Et maintenant, ces parcs technologiques se posent la question, est-ce qu'on ne devrait pas avoir les travailleurs, les emplois à proximité? Mais ce n'est pas ça que je vais vous entretenir. Je vais vous dire les trois interventions très structurées, très claires, complémentaires. Mais il y a un mot que je ne vous ai pas entendu prononcer dans un quartier ou dans un secteur que l'on requalifie. Qu'est-ce qu'on fait avec la réglementation et comment on passe d'une réglementation qui est souvent déficiente à aller à la nouvelle réglementation? Et lorsque j'ai bien aimé, monsieur, lorsque vous avez dit on commence par des petites phases, mais la réglementation n'est pas les règlements, les affectations, les densités, le zonage qui doit correspondre à ça. Et on est souvent dans le développement pris entre l'ancien et la vision du futur et l'adaptation de ces règlements. Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous suggérez de faire? Merci. Innovation municipale. Tu fais la pub de ton livre. C'est une grande question et je dirais que c'est peut-être un des objectifs du PPU, c'est de mettre en place au moins les contours de règlements qui sont ensuite traduits en zonage et en code de bâtiment et tout ça. Et le PPU, c'est justement un effort pour aller dans ce sens. Ensuite, est-ce qu'on va changer la loi sur l'urbanisme au Québec? Je ne pense pas que c'est l'occasion de le faire. Mais au moins, le PPU, je pense que c'est un effort justement de mettre en place certaines de ces réglementations locales pour permettre le développement qu'on envisage. Mais je ne peux pas commenter sur l'ensemble des réglementations urbanistiques québécoises. Ça me prendrait un bail. On ne changera pas la loi sur l'aménagement aujourd'hui, mais plus on va faire travailler fort des PPU, des PDU pour essayer d'aller plus loin que ce que nous permet le cadre réglementaire en ce moment, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont se réveiller là où ils doivent se réveiller. Mais de façon complémentaire, peut-être au PPU, justement, qui va certainement changer la donne pour le secteur. Je pense aussi que ça a bougé quand même très vite dans le centre-ville, dans le sud-ouest, à Montréal en général, dans les dernières années. Puis je pense que les élus, les fonctionnaires municipaux font preuve de plus en plus d'audace et de stratégie aussi pour être capables d'assurer, de mettre en œuvre la vision dont on se dote. Parce que souvent, on pense que on souhaite, puis on a toujours de bonne foi quand on fait une réglementation, un PPU, puis on se rend compte qu'il y a des gens qui réussissent quand même à la contourner. Fait que je pense que j'encourage les administrations municipales à continuer d'aller de l'avant avec des stratégies pour arriver à la vision dont on se dote collectivement. Donc il y a quand même des innovations incrémentales, mais qui se font au fur et à mesure. Donc c'est quand même de l'espoir. Si vous me permettez, pour l'alternance, madame, je vous reprends ensuite. Merci, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Cécilia Carrasco. Je suis intervenante en employabilité au regroupement économique et social du sud-ouest de Montréal. Cet organisme existe depuis une bonne trentaine d'années et depuis 30 ans que nous sommes très engagés auprès de toute la population du sud-ouest de Montréal, donc Pointe-Saint-Charles. Et en fait, nous y tenons beaucoup et plus que jamais aujourd'hui. En fait, c'est un constat. Je n'ai pas de questions à poser, mais c'est un constat parce que pour moi, c'est très important de le dire.
nous y tenons encore à l'embauche locale, évidemment. Donc, on parle d'une population qui est très près en ce moment de tous ces beaux projets. Mais pour avoir une belle identité, pour vouloir participer, pour se sentir participant ou se sentir appartenir à ce quartier, à des beaux projets, je pense que ça passe pour avoir un bon salaire. Et un bon salaire, ça veut dire avoir un bon travail de qualité. Donc, pour nous, c'est hyper important de continuer tout cet aspect-là de développement et d'employabilité. L'arrimage que nous faisons à ce moment auprès des employeurs, c'est toujours là. Il y a des besoins des employeurs, il y a des besoins des chercheurs des emplois que nous faisons toujours comme travail. Et donc, à mon avis, la conservation des zones d'emploi et même des développements des zones d'emploi, là, ça passe en ce moment parce qu'on parlait de développement économique, mais le développement économique, ça peut aider énormément au développement social aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a un commentaire que vous voulez rajouter éventuellement? Je ne peux pas ne pas dire que je suis 100% d'accord avec ce que Cécilia vient de dire, mais je dois mentionner également que j'ai travaillé 11 ans au réseau avec elle. D'accord. Bon, tout a été dit alors. Donc je repasse à monsieur, en fait, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Gilles Bélanger, je suis membre de plusieurs organismes dans le secteur culturel. Là, je voulais peut-être savoir aussi votre point de vue. Là, il y a les studios MEL, par exemple, qui sont dans ce quartier-là. Il y a une grosse pénurie de gros studios. Il y a beaucoup de réalisateurs qui aimeraient venir à Montréal, puis ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de studio de libre. Est-ce qu'on devrait construire d'autres studios dans ce secteur-là? On parle de beaucoup de création d'emplois. Parfois, sur un set, il peut y avoir 500 personnes qui sont filmées. Donc, on exclut techniciens, maquilleuses, coiffeurs, le staff, puis aussi pour nourrir toutes ces personnes-là, où parfois un film peut dépenser 200 millions à Montréal. Donc, on multiplie ça les retombées, parce que ça, c'est des personnes, ça, c'est des artisans qui sont payés, tout ça. Puis, je me demande aussi, est-ce que c'est un autre secteur où ça peut être saisonnier, donc de créer des gros studios? Est-ce qu'on peut, s'il y a des périodes creuses, est-ce qu'on peut trouver d'autres usages entre-temps pendant l'hiver? Donc, c'est quoi ça, la vision par rapport au cinéma, qui est une industrie majeure? Je pense qu'en fait, vous avez un peu répondu à la question, au moins posé le problème, parce que les cinémas, les studios, c'est une bonne utilisation, surtout de ces terrains-là, dans la mesure où c'est des terrains qui sont difficiles à utiliser, de par le fait qu'ils sont en affaissement, et donc on ne peut pas construire des grands bâtiments dessus. Mais vous parlez d'une industrie qui est non seulement saisonnière, mais qui est très cyclique, qui dépend beaucoup du cours du dollar. Donc il suffit que la situation géopolitique du Canada change et que le dollar augmente pour que soudain on ne vienne plus faire de films ici. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a assez de sécurité dans les emplois, il y a assez de continuité dans les emplois, non seulement saisonniers, mais à travers les cycles économiques, pour en faire un bon usage. Pour en faire un bon usage. Là encore, je ne peux pas apporter de réponse directe à votre question, mais c'est le fait que ces emplois sont cycliques sur le long terme et aussi sur le court terme qui fait que peut-être qu'il faudrait avoir des réserves par rapport à ce type d'utilisation, mais je pense qu'il faut mieux comprendre ce secteur précis avant de trouver une réponse. Merci. Dernière question, madame. Oui, bonjour, Amélie Cossier, consultante en transport. Ma question suit un peu et revient sur certains points qui ont été abordés aujourd'hui, que ce soit la question de est-ce que ce secteur a une vocation à être une entrée de ville, la question du choix de l'aménagement et de la vision qu'on doit avoir pour ce secteur qui, je pense, est vraiment pertinente. Je voulais savoir, en tant qu'expert, et parce que vous vous êtes penché sur ce secteur pour préparer et venir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, quelle est cette vocation de ce secteur? Est-ce qu'il doit servir une continuité du centre-ville? Est-ce que c'est comme une nouvelle attraction montréalaise pour les gens qui viennent de la Rive-Sud? Est-ce que c'est un pôle d'emploi? Est-ce que c'est un pôle résidentiel? Enfin, vraiment, qu'est-ce que vous imaginez, vous voyez? Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre vision, même si elle est personnelle? Merci. Je me dirais qu'on s'est penché quand même sur le secteur, mais je ne l'ai pas assez étudié. Puis j'ai pas non plus assisté à toute la journée. Je connais pas assez bien encore le secteur pour me prononcer.
Ceci étant dit, je pense qu'il y a une volonté justement des activités industrielles, une volonté de préserver aussi de l'emploi dans le secteur. Mais moi, je vois quand même, comme je le disais tout à l'heure, c'est ma première intuition d'urbaniste, tout dépendant d'où sera localisée la station d'URM, un potentiel quand même de créer peut-être un quartier un peu plus mixte à proximité, notamment avec les bureaux qui sont intéressants. Mais pour le reste, je ne pourrais pas me prononcer à ce moment-ci du processus. C'est encore une grosse commande. Pour moi, même si c'est un grand secteur, je ne peux pas le sortir comme étant tout seul, même s'il est très enclavé. Pour moi, il doit s'ajouter au quartier environnant, à Pointe-Saint-Charles principalement, puis faire compléter Pointe-Saint-Charles pour qu'il devienne encore plus un quartier complet. Un quartier où on vit, où on travaille, où on va à l'école, où on a des services de proximité. C'est une occasion d'avoir une zone d'emploi. Ça fait que c'est clair que ce qu'il faut principalement ajouter, c'est des emplois qualifiants qui peuvent répondre aux besoins de la population locale qui cherche de l'emploi. Puis, plus précisément, il y a une idée, puisqu'on m'appelle mon opinion personnelle, je peux peut-être le dire, qui est un peu en lien avec la Dame des Forges de Montréal. Je dois mentionner par ailleurs que je suis impliqué au bâtiment 7, le C'est à nous, qui est une organisation de Pointe-Saint-Charles également. Puis, une des choses qu'on essaie de faire avec le bâtiment 7, c'est de donner des moyens aux citoyens de devenir eux-mêmes les artisans de leur propre réussite. Puis bon, là, je ne vais pas plus loin, mais lorsque l'intervention des forges m'a donné cette idée-là, avec les forges, avec d'autres organisations qui peuvent être plus petites, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi, au-delà des grands studios et des grandes affaires qu'on va pouvoir faire dans ce terrain-là, un regroupement d'organisations qui valorisent les métiers d'art plus traditionnels, les forges, les sabots, le bois, qui pourraient peut-être donner une identité. Mais là, ça, c'est mon opinion personnelle. Merci. Bon. Alors moi, je n'ai pas de grande vision, mais j'ai un constat que dans alors, vous avez mentionné que est-ce que c'est la continuité du centre-ville? Est-ce que c'est la continuité de Pointe-Charles? En fait, c'est les deux. Et c'est ça, en fait, un des challenges. C'est que comment on fait pour, en fait, joindre le centre-ville au Pointe-Saint-Charles sans dénaturer Pointe-Saint-Charles et en reconnaissant la réalité, non seulement économique, mais aussi architecturale du centre-ville. Et je pense que ça va être une des choses à laquelle réfléchir. Je ne veux pas dire que c'est une quartier de transition, ce sera un quartier avec une identité, mais quand même, c'est un quartier qui fait transition. Et ensuite, il y a aussi toute la devanture de la rivière, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense que ça, c'est un élément très important qui va en fait être très structurant et qui va, si c'est bien aménagé, je sais que là, je dépasse largement mon mandat parce que on m'a demandé de parler d'emploi, mais si on arrive ensuite à faire un genre de parc linéaire qui lie le centre-ville donc à Verdun et à l'île des Sœurs, ce sera quelque chose d'assez formidable qui viendra en fait renforcer cet aspect de quartier où une transition se passe, mais ce n'est pas une quartier de transition, il va falloir y donner une identité. Transition ou lien, peut-être, voilà. Mais merci beaucoup aux trois panélistes, donc merci au public. Je vais passer la parole à la présidente de la commission, Madame Brodeur. Permettez, je vais prendre ce micro. Ne quittez pas, je serai très, très brève et je vais vous libérer dans quelques minutes. Je voudrais tout d'abord remercier notre conférencier de ce matin, M. Julien Lahaye, pour sa présentation. Je le remercie particulièrement d'avoir pris le soin, en sortant de l'avion, de se promener dans le secteur Bridge Bonaventure, ce qui n'était pas évident après 6-7 heures de vol. Et en guise de souvenir et de remerciement, je vais vous remettre ce petit cadeau qui saura certainement vous inspirer pour vos prochaines venues à Montréal parce qu'il contient de descriptions d'extraordinaires rues qu'on peut visiter en sortant de l'avion à votre prochain voyage. Je remercie aussi
tous les panélistes de la journée qui ont identifié des enjeux, qui ont ouvert aussi des pistes pour renouveler le secteur Bridge Bonaventure. Je tiens aussi à remercier tous les participants qui, à travers leurs questions et commentaires, ont enrichi la réflexion et les propos de nos panélistes. Je salue tous mes collègues de l'Office de consultation publique de Montréal qui ont permis la réalisation de ce colloque, que ce soit sur le plan de son organisation ou encore au plan plus technique. Quelques mots pour vous rappeler les prochaines étapes. Il y a un questionnaire en ligne qui sera ouvert qui existe, qui est là en ce moment, qui sera ouvert jusqu'au 10 septembre à 16h. Et par la suite, il y aura plusieurs façons de nous faire connaître votre opinion. Vous pouvez la soumettre en ligne grâce à la page Internet de la consultation en répondant à des questions qui se présentent sous divers thèmes. Alors, il n'y a pas besoin de se pencher sur tous les thèmes, ceux qui vous intéressent. Si vous voulez faire l'entier de l'exercice, évidemment, ça nous fera plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi faire parvenir des mémoires écrits à la commission, et c'est la date limite est le 26 septembre à 16h. Pour le présenter de vive voix au commissaire, vous devrez vous inscrire en communiquant avec M. Gilles Vézina au plus tard le 26 septembre. Vous pouvez présenter votre opinion aussi oralement devant les commissaires, mais là aussi, il faut toujours vous inscrire auprès de M. Gilles Vézina au plus tard le 26 septembre à 16h. Alors, les séances d'audition des opinions se tiendront les 2, 3 et 7 octobre. D'autres séances s'ajouteront aux besoins si on avait un afflux de mémoire, ce qui est possible, ce qui nous intéresserait aussi. Alors, les auditions se tiendront dans les bureaux de l'Office sur la rue Metcalfe et aussi au Centre Lorne dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Alors, après l'audition des opinions, la commission entamera son analyse et la rédaction de son rapport. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie encore. Au revoir.